C'est bon. Je laisse la place à Samuel Grybowski, merci. Merci beaucoup Bruno. Alors je ne veux pas tout de suite commencer par renforcer le préjugé selon lequel les jeunes sont dans la contradiction, mais moi j'ai toujours appris un autre auteur pour cette phrase à la base, qui est beaucoup plus vieux que Corneille, qui est Cicéron à un procès au Sénat où Octave Auguste est pressenti empereur, sauf qu'il n'a que 18 ans. Et Cicéron dit exactement la même phrase au Sénat en disant « Certes, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. » Voilà. Je voulais partager ce petit point de culture puisque je me suis tapé le bac latin, quand même, il faut bien que ça serve à quelque chose. Je me présente, donc je m'appelle Samuel, j'ai 24 ans, je suis entrepreneur social et militant associatif depuis 8 ans maintenant exactement, et mon histoire commence très jeune, en rentrant au CP. Mes parents ont l'excellente idée de m'inscrire dans une école primaire où il y a seulement 200 enfants, donc une petite école primaire qui suit la méthode Montessori, cette méthode de pédagogie alternative. Et dans cette école, sur seulement 200 gamins, il y a 42 nationalités représentées. À peu près 7 religions, enfin pas à peu près, très précisément 7 religions enseignées et pratiquées dans l'enceinte de l'école par les élèves eux-mêmes, sur le créneau du catéchisme le mercredi matin, et 3 grands milieux sociaux, des enfants de diplomates, puisque c'était près d'ambassade dans Paris, des enfants confisqués à leurs parents pour violence ou abandon par la DAS, qui est devenue l'ASE, et donc qui sont internes dans cette école, donc ça fait une moitié d'enfants internes dans cette école primaire de 100 gamins, et un 3e tiers d'enfants dont j'étais issu, qui sont des petits gars du coin du nord du 15e arrondissement. Et ces enfants vivent tous ensemble selon la pédagogie arc-en-ciel, avec Nelson Mandela comme grand inspirateur, avec une chanson, un hymne national propre à l'école, et puis un rituel de passage chaque mois de septembre où il fallait venir accrocher des petits drapeaux sur une carte du monde pour montrer les pays desquels on était issus à l'origine. Et donc moi je venais fièrement mettre un petit drapeau sur la France, mais aussi sur la Pologne, comme c'est écrit dans mon nom de famille. Et puis, je suis rentré en 6e, 5 ans plus tard, et là, j'ai vécu un choc absolument terrible, puisqu'on est passé de 200 à 2000 élèves, sauf que de 200 à 2000 élèves, mes parents, quand même, étaient dans le 15e, faut pas déconner, ils m'ont mis dans un très bon lycée parisien, et donc sur les 2000 élèves, il y avait 2000 blancs, 2000 chrétiens, et 2000 riches. Et en rentrant en 6e, dans ce contexte-là, j'ai senti comme une espèce d'étouffement absolu par rapport à ce que j'avais vécu à l'école primaire. Je m'étais nourri de quelque chose dans mon enfance dont je prenais pas conscience à ce moment-là, parce que c'était la banalité, c'était le quotidien, c'était naturel. On grandissait noir, jaune, blanc, arabe, tout ce que vous voulez. C'était notre credo, c'était nos chansons. Chacun avait une religion différente dont on savait parler avec apaisement, et c'était un enrichissement réciproque. Et là, je me retrouve un peu dans une sorte d'asphyxie où finalement tout le monde me ressemble, tout le monde est comme moi, et tout le monde est tellement comme moi que je vais essayer de chercher des moyens de me distinguer, et dès le début de la 6e, je vais être relativement ostracisé par mes camarades parce que victime de moqueries, victime de harcèlement scolaire, comme beaucoup d'enfants au collège encore aujourd'hui. Alors, grâce à cette école, je vais commencer une quête qui va s'arrêter seulement quand Coexister va commencer finalement. Ma quête, c'est un peu la quête de la diversité perdue. C'est la quête du Saint Graal. Et donc, je vais essayer de faire plein de choses comme ça, plein d'initiatives pour essayer de me reconnecter à cette différence que j'ai abandonnée malgré moi. Et je vais commencer, par exemple, par le scoutisme. Parce que le scoutisme, on pense que c'est un mouvement catholique de gens bien propres sur eux, mais en fait, pas du tout. C'est un mouvement de toutes les religions. D'ailleurs, il y a plus de scouts musulmans dans le monde que de scouts chrétiens, c'est un préjugé très fort à l'égard du scoutisme. Et grâce au scoutisme, on peut faire des voyages à l'international, on peut rencontrer des jeunes de toutes les cultures, on peut rencontrer des jeunes de toutes les religions, et je vais commencer à revivre un peu cette soif-là. Ensuite, je vais m'inscrire aussi au Parc des Princes, vous savez, le stade du Paris Saint-Germain, qui n'appartenait pas au Qatar à l'époque, donc c'était plus sympa comme ambiance. C'était l'époque des clubs de supporters, c'était un énorme melting pot. Alors je vais retrouver, pareil, cette ambiance avec des gens qui ne partagent que comme passion le foot, mais qui sur tous les autres plans sont radicalement différents. Vous avez toutes les couleurs de peau, toutes les religions, toutes les origines sociales, et je commence un petit peu à me renouer un peu avec ce qui a du sens pour moi.
Et enfin, un dernier moment, toujours dans cette quête, je vais m'inscrire à une maraude qui permet de rencontrer des personnes sans abri tous les lundis soirs avec le SAMU. Donc là, je rentre en 3e. Je demande une petite dérogation pour participer à cette maraude parce que j'étais quand même un peu jeune, qui a été acceptée. Et donc tous les lundis, je passe 3 heures avec des sans-abri dans une maraude SAMU pour vérifier comment ça va, sans forcément apporter une aide particulière, mais juste pour faire connaissance et tenir un lien avec eux. Et en 2008, tout a commencé à prendre de la vitesse et à s'accélérer. Je vais prendre conscience que, en fait, cette quête du Saint Graal, c'est pas simplement un passe-temps, c'est pas simplement un hobby, mais en fait, c'est un peu une vocation. Comment je m'en rends compte ? Je suis dans un train avec 500 gamins qui va de Paris à Auschwitz. Et ces gamins sont tous lycéens et ils font partie de cette initiative, le train de la mémoire, pour aller dans le camp de concentration pendant 3 jours, vivre un voyage qui doit changer leur vie. Et en rentrant de ce voyage, je me souviens que je discute dans un wagon couchette entre Auschwitz et Paris. Et il se trouve que dans le wagon, il y avait une jeune fille juive qui avait perdu de la famille à Auschwitz et une jeune fille musulmane de mon lycée qui était rentrée en procédure prioritaire. Là, vous savez, il y a quelques exceptions. Et qui d'ailleurs était assez stigmatisée dans mon lycée parce que c'était la seule arabe et la seule musulmane. Donc elle était relativement visible sur 2000 enfants. Et on discute tous les trois et on se dit ce serait quand même pas mal qu'on tente de faire quelque chose pour traduire dans le concret ce qu'on vient de vivre, pour donner une continuité, pour pas rester simplement dans la dépression, pour pas être dans la sinistrose, pour en fait se rendre compte que Auschwitz c'est un appel à la responsabilité. C'est un appel à la responsabilité parce que si Auschwitz a été possible, c'est que l'homme est profondément libre. Quand je sais que je suis libre, comment est-ce que j'engage ma liberté ? Et là, on est dans cette réflexion, tous les trois, en train de trouver une façon de donner du corps à cette intuition sans trop savoir comment. Et il y a un événement qui va faire basculer notre intuition et la rendre concrète. La première guerre à Gaza, il y en a eu 3, vous savez, 3 opérations, plomb durci, pilier de défense, bordure protectrice. La première opération au Gaza, c'est plomb durci, décembre 2008, janvier 2009. L'armée israélienne donc rentre sur le territoire de Gaza et engage une guerre violente avec le Hamas. Et en France, comme pour les 3 guerres de Gaza, le conflit israélo-palestinien va être importé. Pas importé dans les pages débat du Monde et du Figaro, importé dans la violence et dans la souffrance. Des synagogues vont être attaquées par des soi-disant pro-palestiniens, des mosquées vont être attaquées par des pro-israéliens, et cette violence va un peu se répandre dans tout le pays, comme vous vous en souvenez peut-être en 2009, 2012 et 2015. Alors il y a une manifestation qui est organisée dans la paroisse où j'étais scout et où je connaissais les scouts juifs de la synagogue juste à côté, les scouts musulmans de la mosquée. Et cette manifestation a pour mot d'ordre: toute personne qui viendra ici dans ce théâtre ce soir va manifester son opposition à l'importation de la haine liée au conflit au Moyen-Orient. Vous avez le droit d'avoir une opinion sur ce qui se passe au Moyen-Orient, de soutenir un peuple éventuellement si vous y êtes allé, mais si vous venez à la manifestation, vous n'avez pas le droit d'importer cette haine-là et de désigner en France, parmi vos concitoyens, un ennemi au nom d'un soutien à un peuple à l'autre bout de la Méditerranée. Et évidemment, les leaders religieux, le prêtre, l'imam, le rabbin, se disent on aura 100 personnes à cette manifestation, qui s'intéresse à un sujet aussi rébarbatif. Il y avait 600 personnes et un certain nombre de jeunes à cette manifestation où j'étais assis au premier rang. Et ça a surpris. Ça a surpris le speaker qui m'a vu avec mon âge qui était visible sur ma tête et qui me demande ce que je foutais là et qui me propose de monter sur scène. Alors je monte sur scène, il me passe le micro après quelques paroles d'officiel et il me demande pourquoi tu es venu participer à cette manifestation pacifique ce soir. Alors je raconte en 2 mots un petit peu mon histoire et je lui dis je pense que ce serait bien si les jeunes qui sont ici dans la salle, dans le théâtre, est-ce que vous voudriez qu'on fasse quelque chose ensemble pour signifier que depuis notre génération, on n'a pas envie de contribuer à cette France-là, on a envie de construire des liens qui nous rapprochent alors qu'on habite dans le même quartier, on a une synagogue, une mosquée, une église juste à côté, il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont athées, on peut faire quelque chose ensemble concrètement. Alors je vous propose que si vous me rejoignez à la fin, on organise un don du sang pour montrer que le sang peut le faire couler pour la paix plutôt que le faire couler pour la guerre. Je pensais rentrer chez moi tranquille, je me rassois à ma place, j'étais un peu ému à 16 ans d'avoir pris la parole dans ces conditions. Je sors du théâtre et là je vois 10 jeunes en randonnion qui étaient en train de discuter et qui m'attendaient en fait. Et je les regarde un peu béat, je dis qu'est-ce que vous faites ? Et là le don du sang c'est bon, on est parti, on t'attend. Du coup j'étais un peu mal à l'aise, je leur dis mais je sais, j'ai dit ça c'était une idée, vous voulez qu'on fasse ça tout de suite ? Et là il y a le rabbin qui passe en courant, qui remet son chapeau et j'arrête et je lui dis Rivon, t'as pas une salle pour moi s'il te plaît ? Il me dit pas de problème, synagogue jeudi prochain 20h.
je rentre chez moi, mon père m'engueule parce que j'ai oublié de prendre les coordonnées des jeunes à la sortie du théâtre. Et je vais jeudi prochain à la synagogue à 20h, 20h05, 20h10, toujours personne. Et 20h15, il y a les 10 progressivement qui arrivent et les 10 du théâtre étaient tous là le jeudi suivant. Alors en une soirée, on a pris 3 décisions, toutes simples. La première, on a décidé de se donner un nom. On s'est appelé Coexister, comme c'est écrit sur mon suite ici, pour ceux qui arrivent à lire. La deuxième décision, c'est qu'on a écrit un petit texte qu'on a appelé la charte pour une coexistence active. On en a fait une deuxième version depuis, parce que la première était un peu naïve quand même. Et puis la troisième décision, c'était d'organiser ce fameux don du sang en lui donnant une date. Et on l'a appelé l'opération Ensemble à 100%, 31 mai 2009. À 11, donc ces 10 jeunes et moi, pendant un an, on a vécu quelque chose d'extrêmement fort, qui a été de préparer cette collecte de sang. Cette collecte de sang, elle a rassemblé 150 donneurs de toutes les communautés, et elle nous a rendus visibles. Elle nous a rendus visibles dans Paris, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet et dans d'autres villes. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, des groupes comme ça qui vivent ce que le petit groupe Coexister Paris a vécu en 2009, vous en avez 40 en France qui vivent ça toute l'année, et c'est 2500 jeunes, à peu près 50 par groupe, qui de septembre à juin vivent un parcours centré sur la solidarité, comme nous au début, mais on y a rajouté 2 petites choses. On y a rajouté le dialogue aussi, pour apprendre à se connaître, et la sensibilisation pour aller en lycée. Et chaque année, nos 2500 jeunes qui vivent ce parcours sur un an, de septembre à juin, rencontrent 60 000 lycéens avec lesquels ils font un atelier de déconstruction des préjugés. Coexister aujourd'hui, c'est 11 salariés, des bureaux un peu partout en France, une équipe qui est à Toulon qui est présente ce soir, merci d'être venus tous les deux, une équipe à Marseille, une équipe à Aix qui n'a pas pu être là ce soir. Et autour de Coexister, on a construit 2 autres expériences, je terminerai sur ça, qui aujourd'hui occupent principalement mon temps. La première, c'est qu'on avait besoin d'argent. Alors, on a développé un business à côté, qui est une entreprise sociale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dividendes pour les actionnaires. Et cette entreprise sociale, c'est tout simple, c'est qu'on propose un parcours Coexister, mais dans des entreprises. En ce moment, on est chez Total et chez Vinci, par exemple. Et à côté de ce business, Covivencia Conseil, on a développé un tour du monde qui s'appelle l'Interface Tour et qui, tous les 2 ans, part explorer les meilleures initiatives interreligieuses, interconvictionnelles dans 30 pays. Et ces 3 structures vivent ensemble aujourd'hui une sorte de mouvement interconvictionnel de jeunesse où le message est très simple, c'est de dire jeunes de différentes convictions, juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, qu'on a quelque chose à partager, pas simplement dans le dialogue, mais plutôt dans le faire ensemble pour vivre ensemble. Et une fois qu'on constate qu'on a cette différence, est-ce qu'on peut mutualiser nos différences plutôt que de les confronter? Est-ce qu'on peut les mettre en commun? Est-ce qu'on peut en faire une force plutôt qu'une faiblesse? Quand on parle différence, même encore dans le débat politique en ce moment, c'est toujours malgré la différence. Malgré la différence, malgré la diversité. Alors on imagine la différence comme un poulet qu'il faut se traîner comme ça, qui est le sacré truc un peu relou que la France a provoqué après la Seconde Guerre mondiale, etc. Alors que nous, on essaie de changer la sémantique, on propose, pourquoi pas grâce à la différence? Pourquoi ne pas dire, grâce à la diversité, on peut faire ensemble pour vivre ensemble. Grâce à cette différence, on peut apprendre à mieux se connaître. Grâce à la différence, on peut construire un destin commun. Et notre devise aujourd'hui, elle est toute simple. On est divers dans nos convictions, mais on est unis dans l'action. Merci pour votre écoute. Bonsoir, je suis Nathalie. Est-ce qu'il y a une intervention auprès des écoles? Parce que je suis maman aussi et je comprends un peu... primaire, oui. Maternelle et primaire, oui. Alors on a un partenaire qui s'appelle Enquête, qui est spécialisé sur les écoles primaires, qui est un peu moins gros que nous, et donc du coup qui n'est pas dans toute la France, mais avec qui on a un accord, une convention pour qu'eux, ils touchent les enfants du primaire, et nous on commence seulement à partir de la 6e. Du coup, je vous invite à les rencontrer parce que je suis fair play. Et du coup, vous pouvez taper sur Internet Enquête. La fondatrice s'appelle Marine Quenin. Ils sont aussi lauréats du label La France s'engage comme nous, donc ils sont identifiables. Moi, j'avais une petite question en attendant qu'une autre arrive. Samuel, donc tu as commencé, tu avais donc 16 ans. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus âgé. De la barbe. Toute cette maturité que tu as en toi. Avec un petit peu de recul, si tu recommençais Coexister avec donc la maturité que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais autrement? C'est une question compliquée, ça. Surtout en ce moment.
C'est une question très très particulière pour moi parce que je commence maintenant une année de césure où en fait j'arrête toutes mes activités, je vais voyager, rencontrer des gens pour revivre un peu l'inspiration, la quête dont je vous parlais là que j'ai vécu au début du lycée. Comme je me sens très très fatigué, je j'ai plus aucune activité professionnelle jusqu'à décembre prochain. Donc c'est particulièrement fort pour moi. Je pense que le premier élément de réponse, c'est peut-être que je me serais je regrette pas, mais j'aurais pu avoir un autre rapport au rythme de travail parce que je me suis quand même beaucoup brûlé. J'ai fait 2 burn-out en 8 ans, un très costaud et un plus léger. Et j'ai des soucis de santé qui sont pas du tout normaux pour mon âge. J'ai une maladie au cœur, une prostate à 24 ans, c'est quand même pas normal. Et donc du coup, ces maladies-là et ces soucis de santé me font quand même dire qu'il y a des limites à poser. Et je pense que c'est des limites qu'on apprend à poser avec la maturité et la sagesse, justement. Donc c'est paradoxal parce que j'ai plutôt l'habitude d'encourager à faire confiance aux jeunes et aussi aux jeunes, enfin encore plus jeunes que moi, à se faire confiance pour prendre des responsabilités. Mais là, je suis dans une période où je suis plutôt en train de mettre le frein au maximum, à tenir le cheval pour réduire la voilure, pour réduire la cadence, pour se protéger en fait, pour aussi entretenir sa vie privée. Et donc du coup, pour répondre à ta question, je pense que ce serait ce point-là sur lequel j'ai manqué d'avertissement, alors qu'à l'inverse, je dois toujours remercier ceux qui, trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, parfois plus, avant coexister, m'ont fait confiance. Le gars qui décide de m'inclure dans une maraude de SDF alors que je suis en 3e, il me donne une micro-responsabilité qui est de distribuer les touillettes de café, mais il m'a fait confiance déjà en 3e. Et sans lui, il n'y a pas ce passage pour se dire toi aussi t'en es capable. Donc à la fois, apprendre à faire confiance, c'est fondamental, se faire confiance, et en même temps, là, avec le recul, avec mes soucis de santé et l'année que je commence, savoir poser des limites, quoi, vraiment, c'est important. Merci. Est-ce qu'on a encore une petite question? On a encore le temps d'une petite question. Personne? Profitez, hein. Il est là, devant vous. Là, voilà, j'en profite. Et donc, qu'est-ce que vous proposez aux entreprises qui vous ont sollicité, qui vous ont fait confiance aussi? Quel est le type de soutien ou d'apport que vous leur avez proposé? Vous parliez de Total et d'autres. Alors aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'était proposer un parcours à la base plutôt de formation, donc d'explorer différents domaines d'expertise ou de connaissances qu'on a acquis avec Coexister, sur les préjugés, sur la laïcité, la vraie, la seule, l'unique. Pas les laïcités, la laïcité, c'est sur le fait religieux, la connaissance des religions fondamentales, et sur la déconstruction des préjugés. Et donc ça, c'était notre cœur de métier au départ, avoir une formation continue avec des consultants diplômés qui ont tous eu une expérience Coexister aussi pour incarner avec des exemples, et de faire un parcours sur 1 an, sur 2 ans, en interne pour les managers, pour les responsables, en partant du principe qu'aujourd'hui en France, un manager sur 2 est confronté au moins 1 fois par semaine à une question religieuse, et pour 1 sur 4, c'est un problème impossible à gérer. Et dans 12% des cas, c'est même un conflit grave qui peut être engagé. Salle de prière, voile, aussi une religion en général, pas que voile, restauration, congés, vacances, etc. C'est des questions qui sont, voire maintenant de plus en plus aussi racisme. Puisqu'il y a 2 mouvements en France en ce moment, la tolérance augmente, le seuil de tolérance augmente, mais le racisme aussi. Donc c'est un peu paradoxal, mais les 2 sont en train de monter. Donc d'abord, c'était ça notre premier métier. Et puis on a rajouté en fait d'autres missions, un peu inattendues, une mission de conseil, pour aider plutôt le top de l'entreprise à avoir une position vis-à-vis des religions, puisque la loi n'est pas contraignante. Donc comme la loi n'est pas contraignante et qu'elle est très large, l'entreprise a le droit de faire des choses, il y a des choses qu'elle n'a pas le droit de faire, et des choses qu'elle peut faire mais qu'elle n'est pas obligée de faire. Et ça, l'entreprise ne le sait pas parce que c'est des sujets sur lesquels elle est peu formée, où elle a peu de connaissances, voire beaucoup de peur, parce qu'on est le seul pays d'Europe où il n'y a pas d'éducation religieuse avant le bac obligatoire, alors que tous nos voisins ont des bacs religion obligatoires. Donc du coup, on arrive avec une élite française qui est bonne partout, sauf dans ce domaine. Donc nous, on vient accompagner l'entreprise en la conseillant sur ces questions-là. Et puis on a rajouté aussi un pôle médiation, au cas où il y a un conflit, on peut intervenir. Voilà, quelqu'un ne veut pas porter une caisse, il est livreur parce que dans la caisse il y a du porc, qu'est-ce que je fais? Voilà, on intervient pour essayer de retrouver une solution avec la connaissance des raisons qui ont amené cette personne à refuser de porter la caisse, la connaissance du droit qui peut contraindre l'employeur à avoir un moyen de coercition sur son salarié, etc. etc. Merci. Ah, encore une question. Le message que tu fais passer auprès des adolescents au collège, c'est un message qui est reçu comment globalement? C'est le fait d'être respectueux les uns des autres, de se comprendre et de discuter, ça passe bien ou ça peut être compliqué parfois chez les jeunes?
Globalement, sur les lycéens qu'on a rencontrés, peut-être que les deux coexistants, vous pouvez lever la main, comme ça on vous verra pour le buffet. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez les voir, comme ça pendant le buffet, vous pourrez aussi leur poser la question, ils vous feront un retour d'expérience. Saïkou, et je te connais pas, donc je connais pas ton prénom. Olivier, Saïkou et Olivier. Et donc le retour est quand même extrêmement positif. Je pense qu'il y a un livre, pour ceux qui aiment lire, qui résume très bien ce qu'on vit dans les écoles, c'est Les identités meurtrières d'Emile Maalouf. Il explique comment est-ce que la guerre civile est arrivée au Liban, parce que on a laissé comme choix Amin Maalouf, l'académicien franco-libanais. Il explique comment est-ce que la guerre civile est arrivée pour lui, parce qu'on a laissé à la jeune génération un choix double entre des identités affermies en opposition avec celles des autres, ou des identités atténuées, cachées, du coup en ouverture avec les identités des autres. Et cette seule alternative a provoqué pour lui la guerre civile. Il manquait la voie centrale de identité forte, altérité forte. Et c'est exactement ce que je vois dans les écoles, ce qu'on voit dans les écoles avec 60 000 lycéens par an, c'est que la méthode de on va vivre ensemble parce qu'on ne parle pas de nos différences, parce qu'on est tous français, parce qu'on est tous citoyens, parce qu'on a tous le même drapeau, qu'on a tous la même équipe de foot, cette méthode elle marche pas. Elle fait super mal. Elle fait souffrir beaucoup de jeunes. Et quand on leur dit votre identité, vous pouvez l'assumer, mais vous pouvez aussi respecter celle des autres en essayant de les comprendre. Vous pouvez faire les deux. En fait, il n'y a pas de choix à faire. Ça provoque un soulagement énorme. Énorme. Même chez un jeune qui va être catégorisé comme le jeune catho intégriste de la classe, qui va à toutes les manifs pro-vie, pour tous, etc., et qui va être stigmatisé pour ça par ses camarades, par le jeune musulman parce qu'il prie 5 fois par jour et qu'on lui dit mais toi t'es un salafiste, par la jeune juive parce qu'elle veut pas sortir avec quelqu'un qui est pas juif et donc on lui reproche d'être sectaire, etc. Tous ces jeunes qui sont dans des familles ou eux dans un chemin où ils ont une identité qui est claire, on peut en penser ce qu'on veut, mais quoi qu'il arrive, ça reste leur droit. Et ces jeunes-là, comme tous les autres, on leur dit tu peux être toi-même et quand même vivre avec les autres. Je peux vous dire qu'on a l'impression qu'ils commencent le début de la conférence dans leur chaise campée comme des angles droits et ils finissent au fond d'un canapé tellement ils sont détendus par notre passage. Merci beaucoup. Merci Samuel.